side. I should run and go, I should run and hide, but I'm stuck on you. You make me feel like a fire. You make me feel like a kid. You make me feel like each other. 5 galaxies swirling in Stefan's quintet. I wanna tell you how I feel tonight. I keep trying but the words ain't right. Nothing's fitting for a kind like you. I'm never speechless when the earth's my fuel. Killing the time, building a fire, wrapped in each other as we fall in love. I've never met a girl like you. Never met a girl like you. Traces of your lips linger on my waist. I don't wanna go, I don't wanna wait. I'm needing you. We shouldn't speak of this magic. We should just say what they know. I've heard a rumor of humans who sniff out the good things to suck out the soul. I wanna tell you how I feel tonight. I keep trying but the words ain't right. Nothing's fitting for a kind like you. I'm never speechless when the earth's my fuel. Killing the time, building a fire, wrapped in each other as we fall in love. I've never met a girl like you. Never met a girl like you.
Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce questions et réponses du 5 octobre. On est très content d'être là avec vous encore une fois pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, on peut les poser. On est en compagnie aujourd'hui de Kathleen Beaupré de GSC, donc Gestion Solutions Construction. Donc, Kathleen, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Yes, yes. Donc, salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous Excellent. autres et toi? Ah ouais, ça va de mieux en mieux. Good. Donc, je te laisse la chance de te présenter aux gens. Donc, je suis Kathleen Beaupré de chez GSC, Gestion Solutions Construction. Ça fait 5 ans que je suis pour GSC. GSC est un centre de formation qui prépare les entrepreneurs de la construction pour les examens qu'ils devront passer directement à la régie du bâtiment. Puis, on est une association aussi pour les entrepreneurs en construction. Donc on offre le cautionnement de licence pour la licence RBQ. Excellent, excellent. Et évidemment, on est toujours en compagnie de ces lunchs-là de Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, tu es là? Bonjour à vous deux, toujours un plaisir de vous revoir. En fait, Yvan de revoir, Kathleen de te voir avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Plein de questions sur les licences RBQ et la construction aujourd'hui, donc j'ai bien hâte d'entendre tout ça. Parfait, ça me fait plaisir. Excellent, excellent. Avant de commencer avec les questions, on va commencer avec Gia Lung, mais avant d'aller là, on vous parle de notre nouveau livre que certains ne savent pas, là, mais moi et Jean-Philippe, on a écrit un nouveau livre qui est transformé en multilogement, en opportunité des multilogements trop chers. Et on va l'offrir gratuitement à ceux qui vont partager le live actuel. Donc, à vos claviers, à vos souris, on partage le live et on court la chance de gagner un livre qu'on va faire tirer en fin de lunch. Et je crois que Kathleen avait quelque chose également à faire tirer. Oui, exactement. Donc, pour tous ceux ou celles qui vont vouloir aller chercher la licence d'entrepreneur général, j'offre un 300 de rabais sur la formation en classe ou qui va en live. Donc, les gens peuvent maintenant suivre la formation à distance, à la maison, mais en live. Donc, je vais offrir un 300 de rabais sur la formation d'entrepreneur général. Ça va nous faire plaisir là, de vous accueillir. Excellent, ça c'est un beau prix. Merci. Merci de votre générosité. Donc, question de Gia Lung, ou Long, désolé si je le massacre un peu. On a une question pour Kathleen. Est-ce possible de ne pas faire l'examen et de demander la licence pour spécialiser? La réponse, c'est non. En tant que tel, il faut pouvoir passer les examens pour pouvoir avoir une licence RBQ. Par contre, il y a 3 façons d'aller chercher une licence RBQ. La première façon, c'est de vous inscrire vous-même et de trouver par vos propres moyens pour faire les examens de la régie du bâtiment sans formation. Donc, c'est possible de faire les examens sans formation. La deuxième façon, c'est de faire affaire avec un centre privé comme nous qui donne la formation préparatoire pour les examens de la régie du bâtiment. Et la troisième façon, vous pouvez aller suivre vos formations dans une autre association ou que là, vous allez aller peut-être un 4 à 5 mois à l'école de soir, de fin de semaine, faire un nombre minimum de 400 heures de formation, puis au bout de la ligne, d'être exempté de vos examens. Donc, en tant que tel, non, c'est pas possible d'avoir de licence RBQ sans faire d'examen, que ce soit pour la licence d'entrepreneur spécialisé ou la licence d'entrepreneur général. Excellent, ça c'est bien détaillé comme réponse. Merci, merci, excellent. En espérant que ça répond à votre question, Gia. Donc, prochaine question qui nous vient de Marilyn Tuot, présentement en coaching ou en fast track, si c'est la même que je crois. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Kathleen, nommer, mettons, les impacts négatifs et positifs d'avoir ou de ne pas avoir une licence en tant qu'investisseur immobilier? OK. Bien, en fait, on va commencer le plus gros pour la licence RBQ. Ce que les gens ne sont pas nécessairement au courant, c'est lorsque vous faites du flip immobilier. Donc, lorsque vous décidez d'acheter, de rénover pour revendre une propriété, ou une propriété où on parle de duplex, peu importe, quand vous faites un flip immobilier, c'est obligatoire d'avoir la licence RBQ. C'est la réglementation 8.1 de la Régie du bâtiment. Donc, les amendes sont de 11 000 à 176 000 $ si vous faites un flip sans licence RBQ. Même si vous achetez le flip à votre nom personnel, donc moi, je décide d'acheter une maison que je veux rénover pour revendre,
vous devez avoir votre propre licence RBQ à votre nom personnel. Si c'est une compagnie qui achète le flip, donc la compagnie doit détenir une licence d'entrepreneur général là, pour pouvoir flipper. Et la régie du bâtiment revient en arrière. Donc, si, exemple, vous faites prendre sur votre 3e flip, ça se peut que la régie du bâtiment ramasse les 2 autres flips là, que vous avez faites avant. Côté investissement, pour ceux qui achètent des plex, qui rénovent des duplex, des triplex ou peu importe, des immeubles et qui veulent les rénover, mais sans nécessairement les vendre, sont pas obligés d'avoir une licence RBQ. Ils peuvent engager un entrepreneur général pour pouvoir faire les travaux. Par contre, moi, ce que je dis souvent, si vous avez le temps, que vous voulez gérer vous-même les travaux, ça peut être très intéressant pour vous d'aller chercher la licence d'entrepreneur général parce que là, vous allez économiser des frais. Donc, vous allez engager vous-même les sous-traitants là, spécialisés pour faire les travaux là, dans votre immeuble. Donc, moi, je pense que côté négatif, je vois pas vraiment de négatif. Sur côté du flip, ça vous l'apprend la licence RBQ, c'est obligatoire. Puis côté investissement immobilier, bien, si vous avez le temps de gérer vos travaux, bien, c'est juste un atout pour vous là, d'aller chercher la licence d'entrepreneur là, général puis de gérer vous-même vos travaux. Là. Il y a quand même des frais annuels à la maintenir. Oui, licence, il y a des frais pour la licence d'entrepreneur général. Vous allez avoir des frais annuels. La licence avec le cautionnement, parce que ça vous prend un cautionnement de 40 000 quand vous avez une licence d'entrepreneur général. Puis le soi-disant, c'est pas 40 000 que vous avez dans un compte de banque. C'est un genre d'assurance qui protège le client de vous-même. Donc, nous, exemple, on offre le cautionnement là, par année de 40 000. Donc, à chaque année, il faut renouveler la licence. Il faut renouveler le cautionnement, puis les frais vont être autour de 1 500 $. Mais on s'entend. Si vous engagez, exemple, un entrepreneur général, l'entrepreneur général va quand même prendre une cote sur l'électricien, va prendre une cote sur le plombier, va prendre une cote un peu partout. Donc, vous allez rentrer dans vos frais, vous allez économiser. Le 1 500 va se rembourser automatiquement si vous avez votre licence d'entrepreneur général. Excellent. Moi, j'ai plein de petites sous-questions. C'est pas pour remettre en doute la procédé. Mais la personne demeure responsable. Tu sais, celle qui engage les sous-traitants, elle a sa licence, elle demeure responsable. Tandis que si elle engage un entrepreneur, c'est lui qui va être responsable, dans le fond, des travaux de ses sous-traitants. Effectivement. Dans le cas que si vous rénovez un duplex, un triplex, c'est l'entrepreneur général qui va être responsable des travaux. Par contre, si vous faites un flip, c'est le pourquoi que vous êtes obligé d'avoir une licence d'entrepreneur général. Exemple, moi, je vends la maison à quelqu'un, il y a plein de problèmes dans la maison. Quand que l'acheteur va me dire, écoute, Kathleen, j'ai des problèmes avec cette maison-là, même si je lui dis, ben écoute, c'est pas moi qui ai fait les travaux, c'est mon entrepreneur général qui a fait les travaux, l'acheteur va dire, ben écoute, c'est toi qui m'as vendu la maison, donc c'est toi qui es responsable des travaux. Le pourquoi que le flip, ça prend la licence RBQ. Mais effectivement, dans le cas d'un plex, c'est plus l'entrepreneur général que vous allez engager qui va être responsable là, des travaux. Mais au bout de la ligne, si tu revends la propriété, c'est toi, il va falloir qu'il débatte avec l'entrepreneur général. Excellent. Tu vas voir, Kathleen, j'ai plein de sous-questions, mais on va quand même laisser la chance aux autres de l'en poser. Puis à JP aussi, il y avait une question pour Jean-Philippe, mais avant d'aller là, Jean-Philippe m'a texté que c'était pas clair là, pour le 300 $ pour le gagner. Vous devez partager, dans le fond, partager le live. Donc, parmi ceux qui vont partager le live qu'on est en train de faire, GSC va faire tirer un certificat cadeau de 300 $ applicable sur une formation qu'ils vont suivre avec eux. C'est bien ça? Bien, en fait, moi, je vais aller plus loin que ça. Donc, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui seraient intéressés d'aller chercher la licence RBQ, donc, si vous partagez l'événement, le live qu'on fait présentement, à tous ceux qui désirent avoir la licence d'entrepreneur général, j'offre 300 $ à toutes ces personnes qui vont me contacter. Oh, wow! OK. Une chance qu'on l'a précisé. Merci, Jean-Philippe, d'avoir soulevé ce point. Good, good. Bon, ouais, ça va être un live payant. Good, good, good. Donc, Jose Soran, Valiquette, excusez, je pose une question. On va laisser JP répondre et si je dois bonifier, je vais le faire. Donc, question sur le marché à Montréal. Vous pensez quoi d'un cash flow négatif? On va commencer par la première sous-question parce qu'elle est quand même assez longue. OK, parfait. Bien, en fait, OK, premièrement, il faut qu'on sépare les deux mondes. Là. On parle souvent de cash flow négatif dans l'immobilier. Il faut d'abord séparer les deux mondes. Le petit plex, 4 logements et moins, donc le plex en fait, les 4 logements et moins, et l'immeuble à revenu qui est 6 logements et plus. OK?
Et le 5 logements, là, dépendant des institutions, peut se situer d'un côté ou de l'autre. Dans le plex, dans la petite unité, c'est vous qui êtes qualifié au niveau du prêt, c'est pas nécessairement le bâtiment. Le bâtiment l'est à une certaine mesure, mais c'est principalement vous qui êtes qualifié pour l'hypothèque du plex. Donc, ça se peut qu'il y ait un cash flow négatif dans ce scénario-là parce que vous essuyez, entre guillemets, les dettes du plex. Dans l'immeuble à revenus, OK, là, attention, là, il peut y avoir plein de critères, mais ce n'est pas possible d'avoir un immeuble à cash flow négatif. Évidemment, s'il y a la toiture à faire, la brique, vous comprenez un peu le principe, mais c'est impossible d'avoir un cash flow négatif parce que la banque utilise un ratio de couverture de dette qui empêche, en fait, une situation comme ça. Pourquoi? Parce que quand on achète un immeuble à revenus, la banque, elle finance à une petite business et elle ne vous finance pas vous. Donc, elle veut s'assurer que la business, le bloc que vous achetez, s'auto-gère lui-même, s'auto-finance. Donc, c'est impossible d'avoir du cash flow négatif. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Généralement, dans le cas de Montréal, là, c'était la question Josserand, les hypothèques vont baisser. Donc, les mises de fonds vont augmenter parce qu'ils vont dire on ne peut pas vous prêter plus d'argent que ça parce que sinon, vous n'allez pas respecter le ratio de couverture de dette et vous allez être en cash flow négatif. Donc, on n'est jamais en cash flow négatif, mais qu'est-ce qui baisse, en fait, c'est notre prêt et qu'est-ce qui monte, c'est notre mise de fonds pour compenser ça. Donc, voilà, de retour à toi, Yvan. Je ne sais pas s'il y avait une autre section de cette question. Non, tu as très bien répondu. J'allais justement enchaîner si tu ne le faisais pas avec le fait de ne pas avoir de cash flow négatif à cause du ratio de couverture de dette. Parfait. Excellent. Good. En passant, on a Frank Cessana qui est là, gradué du coaching avancé, formateur au club qui te dit, Kathleen, que c'est une bonne formation, qu'il la recommande à tous. Yes. Matt M. Nasri. Je vais essayer de changer un peu la question. Il y avait une petite faute. Là. Est-ce que je me lance dans le flip immobilier sans avoir une licence? Je crois que tu as répondu quand même tantôt, Kathleen. Mais j'aurais une sous-question à ça. Vas-y. On dit que quand on fait des flips, c'est du commercial, dans le sens d'une entreprise et on doit maintenant avoir notre licence RBQ. Qu'est-ce qui arrive si c'est une compagnie qui achète l'immeuble et qui a un bail avec un locataire d'une durée de 1 an, 3 ans, 5 ans? Donc, n'est pas en train de faire un flip, mais peut changer d'idée peut-être en cours de route, là. Ben en fait, tout est dans l'intention. Donc, au départ, si, exemple, l'entreprise qui détient l'immeuble, son intention n'est pas de flipper la maison, tout est dans l'intention. Donc, dans ce cas-là, c'est débattable de dire, exemple, la personne, la compagnie, elle a acheté le flip immobilier, elle a acheté la maison. Il y a un locataire qui est à l'intérieur de la maison, décide de rénover la maison. Son intention, dès le départ, n'était pas de vendre la maison, n'était pas à but lucratif pour faire de l'argent, était pour le garder. Donc, dans ce cas-là, c'est débattable auprès de la RBQ que son intention n'était pas de flipper. Puis, fait que c'est vraiment, tout se joue dans l'intention. Et que Richard Damour aimerait ça t'entendre présentement. Je ne sais pas s'il nous écoute, Richard. Si c'est le cas, on le salue. Parce que il parle souvent que tout est une question d'intention, autant en matière de fiscalité qu'en matière de flip, à savoir si on veut le garder à long terme ou non. Donc, merci d'avoir soulevé le point. En passant, des fois, je pose des questions que je connais déjà les réponses, c'est juste pour alimenter. En passant, on est 137. On roule quand même, comme d'habitude, entre 125 et 150. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. On vous rappelle, si vous partagez le live d'aujourd'hui, moi et Jean-Philippe, on est très généreux. On vous donne un livre de 25 $, mais Kathleen offre 300 $ de rabais à ceux qui vont prendre une formation avec eux, à tous ceux qui sont présents sur le live. Donc, tous ceux qui partagent, hein? Tous ceux qui partagent. Partagez le live, pas tous ceux qui sont présents. Tantôt, elle a dit présent. Fait que je trouve ça généreux. J'ai dit OK. Good. Il y avait Marilyn, si tu me permets, Yvan, si je saute dans le feu de l'action en te laissant lire les autres questions. On parle beaucoup de licence RBQ au niveau du flip, Kathleen, et j'aurais aimé ça t'entendre sur le propriétaire à revenu. S'il y a des gros projets de rénovation, si on strip en bon français, immeuble à revenu, puis on le reloue par la suite. Est-ce qu'il y a une licence RBQ qui vient s'insérer là-dedans? Comment ça fonctionne? Donc, encore là, tu sais,
c'est pas obligé. Quelqu'un qui fait des rénovations dans son immeuble à revenus est pas obligé d'avoir une licence RBQ. Par contre, si cette personne-là veut gérer elle-même les travaux qui vont être effectués dans l'immeuble à revenus, oui. Ça prend soit la licence de constructeur propriétaire ou soit la licence d'entrepreneur général. Dernièrement, c'est drôle parce que dans l'immobilier, j'ai beaucoup de monde qui m'approche pour la constructeur propriétaire. Nous, c'est pas une licence qu'on réfère la constructeur propriétaire puisqu'elle vous coupe un peu l'herbe en dessous des pieds. Pour quelqu'un qui a l'intention de rénover de ses immeubles, qui veut les gérer lui-même, ses immeubles, constructeur propriétaire va être correct. Par contre, si moi, demain matin, je rénove mon immeuble puis le voisin en face voit mon immeuble puis m'offre, exemple, 5 millions pour l'immeuble, Oh, est-ce qu'on a perdu Kathleen? Je n'avais pas la droit de langue, je n'avais pas une licence d'entrepreneur général. Oui, de retour. On t'a perdu quelques instants, Kathleen. Vas-y. On t'a perdu dans les 5 dernières secondes. Tu peux y retourner. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Il y a la licence de constructeur propriétaire qui peut être intéressante ou la licence d'entrepreneur général, mais comme je vous dis, moi, la constructeur propriétaire chez GSC, c'est pas une licence qu'on va pousser puisqu'elle coupe un peu l'herbe en dessous du pied si jamais vous voulez revendre votre immeuble. Parfait, merci. Yvan, de retour à toi. Yes, good. Merci Kathleen, je suis en train de faire d'autres choses. On m'a pris par Je suis en train d'échanger avec notre vérificatrice officielle, le Duc Thibault, le tirage tantôt. Patricia, j'imagine, Gagnon. Donc, pose la question, ça prend combien de temps pour aller chercher la RBQ comme entrepreneur général? En fait, notre formation à nous est vraiment intensive. Donc, c'est possible d'avoir une licence RBQ présentement en 2 mois, 2 mois et demi. Du temps que je dépose la demande de licence, il y a un 4 à 6 semaines de délai d'attente avant de recevoir vos dates d'examen. Puis une fois que vous avez fait vos examens, c'est 4 semaines de délai avant de recevoir les résultats. Donc, c'est 2 mois, 2 mois et demi en tout et partout le processus. Pour la formation de GSC, c'est possible d'avoir une formation intensive, exemple, en 1 semaine ou sur 2 semaines. Mais il y a de l'étude aussi à faire à la maison. Puis maintenant, on est rendu avec une formation en ligne interactive. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les gens d'étudier à la maison présentement là, avec la formation interactive. Puis l'autre question avant que je me la fasse poser, avec l'histoire du COVID, présentement, la RBQ n'a pas cessé de donner les examens à la Régie du bâtiment. Puis nous, de notre côté, on n'a pas cessé à donner la formation en classe là aussi de ce côté-là. Donc, c'est peut-être un petit peu plus long parfois les délais avec l'histoire du COVID parce que partout dans chaque classe, on doit être réduit à un nombre de personnes. Mais la RBQ continue d'opérer et nous continuons d'opérer nous autres aussi en classe de présentement. Là. Excellent. Merci, Kathleen. Prochaine question, ça c'est posé très, très fréquemment. J'entends ça à chaque cours de flip. C'est Philippe Dumas. Est-ce qu'il me faut une licence RBQ pour effectuer des travaux sur mon plex, donc faire des travaux moi-même dans une propriété? La réponse est oui. La réponse est oui, puis je vous dirais que le 3/4 du temps, vous n'avez pas le droit de travailler dans votre immeuble à revenus. Ça prend des cartes de compétences CCQ pour pouvoir travailler dans votre immeuble. Ce que vous pouvez faire dans votre immeuble, c'est faire des travaux de réparation normalement. Donc, de vraiment rénover un logement de A à Z, vous n'avez pas le droit. C'est le pourquoi que si jamais, exemple, vous voulez travailler vous-même dans votre immeuble, vous devez détenir une licence RBQ pour commencer. Puis par la suite, vous devez détenir des cartes de compétences. Donc, soit vous engagez des employés qui sont compagnons, qui vont pouvoir travailler avec vous dans l'immeuble, mais ça prend RBQ et CCQ pour pouvoir travailler là, dans vos immeubles à revenus. Excellent. Merci, Kathleen. Je vais plus loin qu'une sous-question de Ivano. Je suis propriétaire de plex, j'habite dans un triplex. Est-ce que je peux faire les travaux dans mon logement comparativement aux 2 autres unités? Oui. La réponse, c'est oui. Donc, dans le logement que toi, tu habites, Yvan, tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu peux peinturer, tu peux refaire ta cuisine, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, aussitôt que ça va toucher tes locataires, à ce moment-là, tu ne peux pas faire les travaux de rénovation toi-même. Tu dois engager un entrepreneur là, sur les lieux général qui va gérer l'ensemble de tes travaux. Ou sinon, tu vas chercher ta licence d'entrepreneur général et tu gères les sous-traitants là, pour l'ensemble des travaux. Excellent. JP, avais-tu une question pour Bien, souvent, il y avait Marie-Joëlle Tremblay ici.
Kathleen, Marie-Joëlle, est-ce que vous pouvez démêler RBQ et CCQ, s'il vous plaît? Donc, c'est souvent une question qu'on a. Oui, bien en fait, la RBQ est là pour les entrepreneurs en construction. Donc, la RBQ est là pour délivrer les licences RBQ. La CCQ est là pour les employés. Donc, exemple, si j'ai un charpentier menuisier sur les lieux qui va faire du plancher de bois, qui va changer les fenêtres, la CCQ va être là pour eux, pour les employés. Fait que c'est deux choses complètement différentes, mais qu'on a besoin là dans la construction. Donc, la RBQ émet les licences, puis la CCQ est là pour les employés. Good, merci. Yvan, de retour à toi. Yes, une question aussi que j'entends souvent dans le cours de Flip. Si je suis associé avec quelqu'un qui détient une licence, est-ce que c'est correct? Y a-t-il un pourcentage qu'il faut détenir par rapport aux droits de vote et tout ça? En fait, ça, on a écrit à la RBQ, on a posé la question à la RBQ. Si, disons, toi et moi, on est à 50-50, on achète un immeuble à revenu à 50-50, donc c'est ma compagnie et ta compagnie. Ce que la RBQ va demander de faire, c'est qu'on se crée une compagnie, donc qu'on se crée une incorporation, qu'on soit 50-50 dans cette incorporation-là et que cette compagnie-là détienne la licence RBQ. Donc, si moi, je suis répondante déjà de ma compagnie avec une licence RBQ. L'idéal, c'est vraiment l'idéal, c'est ce que la RBQ veut, c'est qu'on se crée une compagnie et je vais être 50% actionnaire de la compagnie qu'on va se créer ensemble pour pouvoir faire nos flips. J'espère juste que j'ai été claire là, de ce côté-là, mais... Très clair, mais je vais aller encore plus loin. Vas-y. Si j'ai 50%, on est 50-50, mais je détiens seulement, mettons, j'ai 51% des droits de vote, puis la personne qui a la licence a 49% des droits de vote. Mais on est 50-50 dans le partage des profits. Ça ne marche pas. Ça prend 50% des droits de vote. C'est bien ça? En fait, ça va dépendre. Non, c'est 50. Si, exemple, je suis déjà répondante d'une licence RBQ, je suis obligée d'avoir 50% sur chaque licence que je décide d'être répondante. Donc, si je me crée une compagnie avec toi et que je n'ai pas de licence RBQ, le 40% va fonctionner. Dans ce cas-là, il faut que tu sois au minimum 10% actionnaire pour pouvoir être répondant d'une licence RBQ. Donc, dans ton cas, tout dépendamment, il faut savoir, est-ce que je détiens déjà une licence RBQ avec une autre compagnie et là, on se crée une compagnie à deux? Tu ne pourras pas être à 51%, il faut que je sois au minimum 50% actionnaire de la compagnie si on veut que mes examens soient bons pour mettre sur cette licence-là. Good. Mais si j'ai pas de compagnie, le 40% va fonctionner. Excellent, excellent. Je sais que c'est très, très pointu, ça devient très, très touché. Il y a beaucoup de règles qui s'appliquent, ça, mais ça, dans ce cas-là, peut-être. Donc, merci de préciser tout ça. C'est pas toujours évident. JP, est-ce que tu avais soulevé des questions dans le... Non, ça tournait, écoute, Yvan, ça tournait beaucoup autour de la licence RBQ. Donc, on va inviter les gens, premièrement, à rappeler qu'il y a un concours pour le partage pour ceux qui viennent de se joindre à nous, parce que je vois que les mêmes questions reviennent un peu dans le chat au niveau du multilogement versus le flip. Mais si vous partagez, GSC a offert 300 $ de rabais sur la prochaine formation. Également, on fait tirer notre magnifique livre. Donc, GSC le donne à tous ceux qui partagent. Nous, on est plus généreux, entre guillemets. On fait tirer qu'un seul livre pour les gens qui partagent. Donc, non, je te dirais que ça tourne autour des questions licence RBQ. Donc, Yvan, si tu veux y aller. Mais en passant, c'est une question-réponse générale. Donc, si jamais vous avez des questions générales aussi, gênez-vous pas à mettre des questions. Justement, on va donner un petit break à Kathleen. Elle peut se prendre une petite pause. Elle a quand même travaillé fort jusqu'à présent. Déjà, midi et demi. Ça va bien, ça va bien. Donc, Dominique Bredden. Oh. Voilà. J'ai un condo avec un locataire et le bail se termine en juin 2020. Je viens de décider de vendre le condo. Que dois-je faire avec le bail? Tout simplement rien. Dans le fond, le bail va être, quand ton condo va être acheté par le nouveau propriétaire, le bail va se poursuivre dans les conditions. Si ton acheteur veut occuper les lieux au 1er juillet, il va devoir, lui, de son côté, avertir le locataire 6 mois avant la fin du bail, donc 31 décembre, comme quoi qu'il va reprendre le condo. Mais de ton côté, tu n'as rien à faire, le bail va se poursuivre avec le nouveau propriétaire.
Facile comme ça. Voilà. Non, mais c'est tranquille dans les questions. Je te dirais, Yvan, on est Non, quand même. oui. C'est sûr qu'il y en a qui tournent quand même à l'entour du pot, au même sujet, là. François B. Tremblay, que pourrait-il arriver si l'intention que nous avions n'est pas retenue par la RDQ? Admettons que les travaux sont déjà complétés. Tu as répondu un petit peu tantôt, là, mais... Mais en fait, ça va être de vraiment, quand l'inspecteur de la régie du bâtiment passe, puis c'est de prouver. C'est vraiment de prouver. Si ton intention n'était pas de vendre l'immeuble, c'est vraiment de prouver de ce côté-là. Donc, c'est de se débattre avec les avocats puis la régie du bâtiment comme quoi que tu voulais pas faire un flip immobilier ou tu as rénové ton immeuble, ton intention n'était pas de revendre ton intention, de revendre l'immeuble, c'était de la garder, là. OK, good. Kathleen, est-ce qu'on peut, j'ai une question pendant qu'Yvan, tu regardes. Kathleen, est-ce qu'on peut, c'est une question de Sandra là, qui me l'envoie en privé, est-ce qu'un entrepreneur général peut transférer sa licence, entre guillemets, à plusieurs compagnies, une seule licence à plusieurs compagnies? En fait, c'est un peu ce que je disais avec Yvan. Premièrement, une licence RBQ ne se transfère pas. Une licence RBQ ne se lègue pas non plus. Donc, si, exemple, on a une entreprise familiale puis que papa ou maman décède, puis c'était eux les répondants, ça ne se lègue pas, ça se transfère pas. Il faut pouvoir réussir les examens. Donc, dans le cas qui est exemple de Sandra qui mentionne, est-ce qu'on peut avoir plus qu'une licence RBQ? Oui, mais vous devez être 50% actionnaire droit votant pour pouvoir être répondant sur chacune de ces licences-là. Donc, c'est vraiment important. Si jamais, exemple, j'ai une entreprise familiale, puis c'est mon père qui répondait des examens pour la licence RBQ, automatiquement, la licence s'en vient pas à moi. La licence appartient à la compagnie. Donc, il faut trouver un nouveau répondant qui va répondre aux examens de la régie du bâtiment pour que la compagnie puisse garder la licence RBQ. Merci. Cool. Yvan, de retour. Oui, j'avais une question qui me trottait en tête pendant qu'elle parlait, je l'ai perdue. Elle va peut-être revenir, mais en attendant, on va prendre Marie-Josée Tremblay. Non, pas Marie-Josée Tremblay, excuse, Jean-Philippe. Il y avait Marie-Joëlle qui avait une question intéressante, peut-être. Est-ce que ça doit absolument être une compagnie ou est-ce que ça peut être une société en nom collectif, Kathleen? Ça peut être une société en nom collectif, mais tu sais, je pense que aussi vous êtes super bien placé. Exemple, pour les gens qui sont dans le flip immobilier, c'est sûr que nous, aussitôt qu'on se part une compagnie en construction, que ce soit pour flipper, que ce soit pour faire de la plomberie, que ce soit juste pour faire que ce soit un homme à tout faire, nous, on va souvent suggérer de s'incorporer. Donc, même une société en nom collectif, ça veut dire que c'est deux personnes individuelles qui décident de se créer une société. Nous, on va souvent suggérer, on suggère pas souvent, on suggère à 99% de s'incorporer. Et un peu la gaffe que les gens, pas la gaffe, mais souvent, ce qu'on va entendre souvent, c'est dire oui, mais mon comptable me dit que si je fais en bas de 30 000, pas besoin de s'incorporer, je peux y aller à mon nom enregistré. Quand on est dans la construction, si jamais il arrive quelque chose, que vous faites poursuivre, que vous faites faillite, quand c'est à votre nom personnel, la licence RBQ, c'est vous qui écopez personnellement de tout ça, là. Fait que c'est sûr que pour nous, l'optique qu'on a chez GSC, c'est vraiment d'y aller avec une incorporation plus qu'une société en nom collectif ou à son nom personnel. Good. Hey, ma question est revenue. Ah, vas-y. Question qu'on me pose souvent aussi, c'est quel numéro, là, c'est quoi le numéro de la licence que je vais chercher? Il y en a plusieurs, je suis mêlé là-dedans, là. La 1.1, 1.2, laquelle? En fait, il y a deux types de licences. Il y a la licence d'entrepreneur spécialisé, puis il y a la licence d'entrepreneur général, puis il y a la licence de constructeur propriétaire. Si on y va avec la licence spécialisée, c'est un peu la licence de base. Vous avez 3 examens à passer. Il y a un examen qui est administration, un examen qui est gestion de projet et chantier et un examen qui est gestion de la sécurité. Ces 3 examens-là, en gros, vous donnent les 13 catégories de l'annexe 3. Ce qui veut dire que vous pouvez faire la rénovation intérieure, revêtement extérieur, toiture, portes et fenêtres, travaux d'excavation, travaux de démolition, travaux de finition. Par contre, la licence spécialisée ne vous permet pas, en gros, d'engager vous-même l'électricien, le plombier, toucher à la structure de la bâtisse, faire du flip immobilier, construire des maisons neuves pour les revendre. Ça va vous prendre la licence d'entrepreneur général pour pouvoir engager des sous-traitants que moi, je dirais que c'est des métiers à risque. Donc, là, vous allez la licence d'entrepreneur général ou que si vous y allez la chercher du premier coup, que vous avez ces 3 mêmes examens-là à passer, puis là, on va avoir la 1.2
1.3 qui est petit bâtiment, bâtiment de tout genre, qui est lésé. Ou que là, je peux construire, exemple, un gratte-ciel si je voudrais, qui sont des examens qui sont dans le code du bâtiment. Quand vous voulez aller faire de la maison neuve, pas aller travailler dans une maison neuve, mais là, je dis bien construire une maison, exemple, unifamiliale, que vous voulez construire et revendre, ça va vous prendre la sous-catégorie en plus 1.1.1. Puis si vous voulez faire du condo neuf, que vous voulez bâtir des condos neufs pour les revendre, ça va vous prendre la sous-catégorie 1.1.2. Je vais faire une petite parenthèse. Souvent, les gens qui ont une licence spécialisée vont penser qu'ils n'ont pas le droit d'aller travailler dans la maison neuve. Ils pensent qu'ils sont obligés d'avoir la licence d'entrepreneur général. Bien, c'est faux. Un entrepreneur spécialisé qui a ses cartes de compétences CCQ. Donc, si moi, je suis charpentier menuisier puis que j'ai des planchers à faire dans un contracteur me donne toutes ces maisons neuves pour refaire les planchers de bois, si j'ai mes cartes de compétences CCQ compagnon, je peux aller travailler dans la maison neuve. Donc, il faut vraiment faire la distinction que pas parce qu'on a une licence d'entrepreneur général qu'on peut faire du neuf absolument. Ça vous prend toujours les cartes de compétences CCQ. J'espère que je t'ai démêlé un peu, Yvan. Oui, excellent. Good. Prochaine question de Tiwa. On a quand même parlé quelques fois, mais on va la tourner différemment un peu, la question. OK. Est-ce que tu as jasé avec la RBQ, à savoir, c'est quoi le fondement de leurs règles en exigeant que ça prend une licence RBQ quand tu fais un flip, tu as 50 %? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit là-dessus plus précisément? Là? Ben, en fait, à part de vouloir vendre des licences, mettons. Là. En fait, c'est que vous devenez responsable des travaux qui sont effectués à l'intérieur du flip. Donc, quand que je lis la question de Tiwa qui dit pourquoi un flip, je ne peux pas seulement embaucher un entrepreneur général parce que c'est toi qui vends la maison. Donc, c'est toi qui es responsable des travaux qui ont été effectués à l'intérieur de la maison. Donc, Kathleen, est-ce que je te coupe? Mais je vends ma maison, là, je suis responsable de la maison que je vends, pareil, là. Mais par contre, la maison que tu habites présentement, c'était ton intention dès le départ quand tu l'as acheté, n'était pas nécessairement de faire de l'argent avec. C'était pas à but lucratif. Tu comprends? Ce que la RBQ dit, c'est que lorsqu'on fait un flip immobilier, on agit à titre d'entrepreneur. Donc, c'est pour faire de l'argent qu'on achète le flip. C'est pas pour pouvoir le garder. Fait que oui, si moi j'ai ma maison, ça fait 5 ans que j'habite dedans, je l'ai rénovée de A à Z, puis là je décide de m'en départir pour X raisons, parce que c'est trop petit, parce que c'est trop grand, parce que c'est trop loin de mon travail. Non, j'ai pas besoin de la licence RBQ parce que mon intention dès le départ n'était pas d'acheter pour revendre. Excellent. Good. Josserand Valiquette qui revient sur sa question de tantôt. Là, ma question sur le cash flow négatif à Montréal était plus au niveau unifamilial, petitplex, cash flow à tout prix ou break-even, cash flow négatif, SOP. Ben, c'est pas dramatique d'avoir une propriété à cash flow négative s'il y a une expectative, mettons, à moyen terme de la rendre positive, mais tu ne peux pas construire un parc immobilier avec tous des immeubles à cash flow négatif. C'est toi qui vas combler la différence avec tes revenus. Fait que tu vas falloir que tu travailles plus fort à côté pour garder tes immeubles, ce qui n'est pas l'idéal. Mais tu sais, tu es rendu qu'un parc de plusieurs portes, puis tu achètes une propriété qui est un petit peu moins rentable pour une raison X. Ça peut, dans ta stratégie, faire du sens quand même parce que c'est pas loin d'un autre immeuble, ton concierge ne va pas s'en occuper, ça va être plus facile à gérer. Donc, il peut y avoir d'autres raisons pourquoi tu vas accepter un cash flow négatif, mais tu ne peux pas en faire un modèle d'investissement. Yvan, est-ce que tu me permets de bonifier? Ben oui, toujours. Je vais me fâcher ce midi. Les gens sont obsédés par le cash flow en immobilier. On a souvent ces questions-là sur cash flow négatif. C'est correct. Okay, c'est correct. On a eu ces discussions-là. C'est pas nécessairement bon d'avoir un cash flow négatif, mais il faut aussi avoir la visualisation sur le gain en équité possible d'une propriété. C'est quoi le potentiel de cette propriété-là? Et en réalité, là, en immobilier, là, l'argent se fait sur l'équité qui gagne beaucoup plus que sur le cash flow. Donc, quand vous allez faire une optimisation, je ne sais pas si c'est Yvan. Yvan, as-tu un petit appel? Oui, moi, je suis sur mutation, sur mute, mais c'est quelqu'un qui a insisté, c'est bon. C'est le cash flow qui appelait, Yvan, c'est le cash flow. Le cash flow appelait. En réalité, c'est ça, c'est une création d'équité qui va être beaucoup plus payante. Donc, que vous allez voir, là, dans le fond, dans le livre, hein, quand on dit de transformer en opportunité, on met beaucoup l'accent sur
la création de valeur dans les propriétés. Et quand vous vous mettez à calculer les deux, la création de valeur que vous avez dans une propriété, que ce soit en rénovant un peu un appartement ou en diminuant certaines dépenses, vous allez voir le montant que vous allez faire en équité est significativement plus gros que le montant en cash flow que vous allez faire pendant les 5 prochaines années. Donc, les gens focusent beaucoup sur le cash flow, mais moi, je dis focuser sur le potentiel des bâtiments ou sur le profit à l'achat. Imaginez si vous achetez une propriété de 10% en bas du prix de sa valeur, là, comme le disait si bien Jacques, là, avec le profit se fait à l'achat. Regardez le montant d'argent que vous allez faire si vous achetez une propriété 10% plus bas versus le montant de cash flow que vous allez faire dans les 5 prochaines années. C'est significativement plus grand. Donc, focuser sur l'équité, que ce soit le profit à l'achat ou le potentiel, plutôt que sur le cash flow. Donc, oui, ça arrive d'acheter des propriétés à cash flow négatif, entre guillemets. Des fois, on achète avec des prêteurs privés. Hein. On a une propriété vide. Là. Il y avait une question que j'avais vu passer. On achète avec un prêteur privé qui est 12% d'intérêt, par exemple. Donc, on est extrêmement cash flow négatif dans ce genre de propriété-là, mais on va chercher une équité à la fin. Donc, s'il vous plaît, essayez d'inclure le mot équité dans vos questionnements immobiliers et pas juste le mot cash flow. Fait que c'était Jean-Luc Mongrain en direct de en ondes aujourd'hui sur l'équité et le cash flow. Oui, mais j'en rajoute un peu parce que ce que dit JP, c'est excellent, c'est vrai. Par contre, on se pose une question, est-ce qu'on achèterait une entreprise qui n'est pas rentable? La réponse est peut-être non, dans le sens qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'on s'enrichit dans le temps avec l'équité, puis c'est vraiment ça qui est le gros morceau. Par contre, le cash flow, il ne faut pas le négliger. Comme j'ai dit tantôt, on peut en avoir une propriété peut-être pour une raison X, mais ça prend une expectative d'avoir un cash flow positif à assez court terme. Un prêteur privé que disait voyons, JP, c'est du court terme. Hein? On ne finance pas avec un prêteur privé à cash flow négatif pendant des années. Donc, c'est vraiment temporaire tant qu'à moi. Là. OK? Absolument. C'est bon. Belle sagesse, Yvan. Merci. Juste pour être sûr là, qu'on... Sébastien, là, en passant à JP, je n'ai plus de téléphone. Fait que si tu m'envoies des messages, tu m'es fait live. Parfait. Fait que Sébastien qui avait posé une question. Salut, je vais acheter un duplex. Je le paye beaucoup en bas de l'évaluation municipale. Et en passant, Sébastien, on oublie ça, l'évaluation municipale. En immobilier, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour fin de taxation à la ville. Donc, combien ils vont te charger de taxes en fonction de l'évaluation qu'ils en font. Donc, je vais continuer la question, mais je vais faire une petite parenthèse. Et l'immeuble est vacant. Quelle est la meilleure approche? Je le paie cash, je le loue entièrement et après, je demande un financement bancaire. Est-ce une bonne approche? Comment vous y prendriez? Un duplex qui est vacant, c'est moins grave là, dans le sens que qu'il soit vacant ou qu'il y ait des revenus. Essentiellement, ils vont prendre tes revenus personnels, tes engagements financiers pour qualifier le prêt. Dans certains cas, ils vont prendre, mettons, 50% des revenus du duplex, 100% des dépenses, ça c'est toujours 100% des dépenses, mais dans certains cas, c'est 50% des revenus. Fait que ça peut t'aider à financer. Il faut voir c'est quoi ton intention là, avec la propriété, Sébastien. C'est un petit peu dur de répondre quelle serait la bonne stratégie. Si tu veux le flipper, tu veux le garder à long terme, es-tu capable de payer cash? OK, fait que si tu payes cash, ça te prend l'argent ou un prêteur privé. Là, il y a des frais d'ouverture de dossier, il y a des frais d'intérêt, il y a des frais de fermeture de dossier. Tu regardes comment ça va te coûter tout ça. Ça va quand même avec la banque. De toute façon, si tu n'habites un des deux logements et que tu en restes un à louer, peut-être que tu peux trouver un locataire d'ici à ce que tu prennes possession de la propriété. Donc, ça pourrait peut-être t'aider au financement. Je ne sais pas si le JP avait un petit bonus là-dessus. Oui, on peut y aller. Ben, en fait, tu peux toujours louer aussi, Sébastien, là, tu peux toujours essayer de trouver un locataire, essayer de t'entendre peut-être avec le propriétaire, puis trouver un locataire avant même d'être propriétaire, donc de faire les visites et de signer le bail une fois que tu auras pris possession du bâtiment. Fait que ça pourrait être une stratégie, donc essayer d'avoir un bail à ce niveau-là. Ou sinon, une stratégie qu'on enseigne dans IMO 101, là, qui pourrait peut-être être applicable ici, tu pourrais essayer de louer le bâtiment, donc de faire un contrat de location-achat du bâtiment pour l'acheter plus tard. Donc, tu le loues pour l'instant. Donc, tu loues en fait les 2 appartements dans le cas d'un duplex. Tu donnes un certain montant mensuel au propriétaire, le temps de peut-être faire tes rénovations et relouer le bâtiment. Et tu as déjà fixé le prix de rachat 2 ou 3 mois plus tard. Donc, la location avec option d'achat. Donc là, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a achat dans 2 ou 3 mois. Et là, tu vas avoir relevé tes revenus, faire tes rénovations, remplir tes logements. Bref,
Donc, ça va coûter beaucoup moins cher que d'y aller avec un financement temporaire. Donc, location avec option d'achat pourrait être une belle solution. Très bon point. Là, Kathleen, c'est fini la pause. Vas-y. C'est assez. Gina, j'ai une licence RBQ. Comment faire pour avoir mes cartes de CCQ? OK. Pour les cartes de compétences CCQ, en fait, vous avez encore là plusieurs options. Si jamais, exemple, vous avez aucune expérience dans la construction, vous allez pouvoir aller chercher la carte de représentant désigné, ce qui va vous permettre de travailler avec un compagnon sur le chantier. Si, exemple, vous avez une compagnie dans la construction et vous avez fait des travaux qui sont seulement chez propriétaire occupant, ce qui veut dire que c'est des travaux qui ont été faits hors décret, c'est possible pour vous de faire reconnaître vos heures hors décret et de vous faire admettre pour l'examen compagnon. Ce qui veut dire que si j'ai une compagnie d'usiner, que je faisais des comptoirs de cuisine, des armoires de cuisine, c'est possible pour moi de faire reconnaître mes heures. Donc, j'ai besoin de prouver à la CCQ que j'ai fait similaire pour pouvoir passer directement mon examen compagnon, passer directement compagnon. C'est un service qu'on offre chez GSC. Donc, toutes les heures qui ont été faites hors décret, même si vous avez travaillé dans un autre pays, c'est possible aussi de faire reconnaître vos heures pour aller chercher votre examen compagnon. Donc, si jamais madame n'a pas d'expérience dans le domaine, sa solution à elle va être d'aller chercher sa carte de représentant désigné et de s'engager un compagnon pour travailler avec elle. Excellent, excellent. On a Jérémy Brosseau qui poursuit dans la même veine. Ça coûte combien une formation chez GSC? Donc, pour ce qui est des frais de la formation, vous avez la formation que vous avez la possibilité de faire en classe ou que celle que je vous donne le rabais de 300 $ pour tous ceux et celles qui partagent le Facebook Live de ce midi. Donc, la formation de base, elle est 1795. C'est une formation où que vous avez environ 3 heures. Vous avez 7 modules à faire en classe, qui est des modules de 3 heures, plus de l'étude à faire avec notre formation interactive en ligne. Pour ceux qui aimeraient essayer la formation interactive en ligne, là, si vous voulez, je pourrais aller mettre plus tard le lien pour essayer notre formation en ligne. Soi-disant, par contre, j'ai pas un rabais sur la formation en ligne. Le seul rabais que j'offre, c'est pour la formation qui est en classe. Je vous dirais, grosso modo, formation, cautionnement, code du bâtiment, demande de licence, les 5 examens que vous avez à passer à la régie du bâtiment, on va être autour du 4100 $ avec les taxes. Excellent. Un beau rabais, 300 $ sur le 1800. Une question pour Jean-Philippe, puis je bonifierai si jamais j'ai besoin, mais je ne penserai pas. Marc-André Lachance, bonjour. Est-ce possible de sortir sa mise de fonds dans un multiplex neuf, disons un 6 logements et plus, suite à une optimisation? Oui, bien Marc-André, c'est sûr qu'en étant neuf, le potentiel d'optimisation est moindre. Par contre, un élément intéressant dans les constructions neuves, c'est que les loyers ne sont pas soumis au contrôle de la régie pendant les 5 premières années suivant la construction. Donc, vous pouvez ajuster votre prix de logement selon le marché. Donc, s'il y a un autre bâtiment neuf qui se construit à côté, qui est loué plus cher, vous pouvez tout simplement donner des augmentations de 50-100 $ par mois sans avoir besoin de montrer le calcul. Donc, il y aurait une optimisation qui serait possible à ce niveau-là, mais dans le neuf, comme tu ne peux pas vraiment faire de rénovation, souvent les dépenses vont être très faibles aussi dans le neuf, donc difficile d'optimiser pour ça. Donc, on irait vraiment, dans le cas d'un neuf, j'irais vraiment avec cette optique-là du contrôle des loyers pour les 5 prochaines années pour être capable d'aller chercher une augmentation puis finalement être capable de retirer sa mise de fonds. Fait que voilà, je ne sais pas si Yvan, tu voulais rajouter quelque chose. Je m'enlève les mots de la bouche. Dans le neuf, il n'y a pas grandes optimisations à faire, règle générale. Ça, c'est difficile. Il y avait Tommy, je crois. Tommy qui a fait le coaching anglo. Si tu me permets, Yvan, je vais l'apprendre. Salut Tommy. Première cohorte, bien content de te voir en live. Comment faire une bonne offre à un propriétaire pour une balance de vente? OK. Premièrement, Tommy, une balance de vente, c'est une question de confiance avec ton propriétaire. C'est une question de relation. Il y avait Yann qui avait parlé beaucoup de ça au niveau de la confiance des relations. Donc, ça, c'était quand même assez bien. On construit une relation. Donc, l'erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils vont envoyer la promesse d'achat puis ils vont tout de suite demander une balance de vente. Tant qu'à moi, c'est une erreur. On envoie la promesse d'achat et ensuite, on demande la balance de vente. Parce que si vous demandez tout de suite une balance de vente en partant,
vous n'avez pas l'air d'un acheteur des fois sérieux ou est-ce que vous avez, les gens ils veulent voir souvent que vous avez les capitaux. Donc là, vous demandez tout de suite une balance de vente, ils vont dire l'acheteur n'est pas nécessairement sérieux, il le demande tout de suite. Au contraire, vous envoyez la promesse d'achat tout de suite. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous discutez avec le propriétaire, si vous êtes capable, ou à l'agent, et vous essayez de bâtir une relation de confiance et de présenter la balance de vente. Et le truc que je donne également dans IMO 101 et dans le coaching, c'est d'essayer de présenter 2 choix au propriétaire. Ça aide beaucoup parce que si on dit prendrais-tu une balance de vente, c'est facile de dire non ou rapidement, oui ou non. C'est plus souvent non que oui. Donc, c'est difficile. Tandis que si on offre, par exemple, je ne sais pas, le bâtiment il vaut 1 million de dollars, ben, je t'offre 1 million 100 si tu me donnes une balance de vente et 1 million si tu ne me donnes pas de balance de vente. Donc là, c'est beaucoup plus difficile de dire non parce qu'on présente 2 options aux vendeurs. Donc là, ça laisse place à la réflexion. Donc, c'est des trucs de vente, en fait. C'est beaucoup plus difficile de dire non à 2 choix que de dire non à une question qui se répond par oui ou par non. Donc, on donne 2 choix. Ensuite, dans les arguments, ben, il y a des arguments fiscaux avec un S, je suis plus sûr. En tout cas, il y a des arguments de fiscaux, on va dire fiscaux, à essayer de reporter une partie du gain là, du propriétaire sur 5 ans. Donc, consulter le fiscaliste, là, donc il y aurait certains avantages à ce niveau-là. Donc voilà, je ne sais pas si Yvan, tu avais une autre stratégie pour les balances de vente. Non, c'est bien expliqué. C'est fiscaux. Fiscaux, merci. Oui, c'est fiscaux. Petit message à notre vérificatrice à Coteau-du-Lac. Étant donné que je n'ai pas de téléphone, on va faire le tirage bientôt. Donc, tu enverras le gagnant ou la gagnante, ou les 2 gagnants, parce qu'il va y avoir le gagnant d'un livre et le gagnant pour le 300 $. Tout le monde gagne, en fait. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Tout le monde, ceux qui ont partagé, ont gagné le 300 $ et un livre. En fait. Je ne suis pas habitué à autant de générosité. J'ai, dans le fond, pour toi, Kathleen, Oui. je te laisse encore un petit moment pour peut-être partager des choses que les gens n'ont pas posées comme question. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas posé la question que tu aurais aimé répondre. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas traitées. Ben, j'ai vu défiler tantôt dans les messages un plombier. Dans le fond, est-ce que lui, sucré, dans le fond, entrepreneur en plomberie doit passer examen de licence RBQ. Fait que oui, un entrepreneur qui veut se lancer dans la plomberie doit passer ses examens pour pouvoir travailler à son propre compte. Parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas soumissionner, vous ne pouvez pas facturer pour des travaux de rénovation, de construction si vous n'avez pas de licence RBQ. Donc, dans le cas, exemple, d'un plombier ou d'un électricien, ils vont avoir les 3 examens de base à passer que je disais tantôt qui étaient administration, gestion de projet et chantier et gestion de la sécurité, plus leur examen de leur spécialité qui est plomberie, l'autre électricien. La même chose pour quelqu'un qui est maçon, donc qui fait le revêtement de briques, doit passer lui aussi un 4e examen là, pour pouvoir effectuer les travaux. Donc, c'est vraiment important d'engager un entrepreneur qui a une licence RBQ, puis je dis pas ça pour vendre des cours, là, rien de ça, mais si le client veut être protégé des travaux qui sont effectués, il faut engager là, un entrepreneur là, qui a une licence RBQ. Puis pour le flip immobilier, pour ceux là, qui veulent jouer sur la ligne, qui veulent essayer, présentement, ce que la RBQ fait, c'est qu'ils vont sur les sites, les packs, Kijiji. Ils vont voir maison fraîchement rénovée. Si la maison elle est vide, quoi que ce soit, ils envoient quelqu'un là-bas. Puis, ils voient la maison, elle appartient à qui? Est-ce qu'elle appartient à une compagnie? Est-ce qu'elle appartient à une personne personnelle? Puis, est-ce que cette personne-là détient ou la compagnie détient-elle une licence RBQ? Donc, pour les gens qui font du flip, faites attention. Puis, je me souviens d'une petite anecdote, Yvan, à une de ces soirées que je suis allée. Il y avait un entrepreneur en construction que ça faisait comme 5 flips qu'il faisait. Et son dernier flip, c'est là qu'il a décidé d'appliquer la licence RBQ parce qu'il y avait une compagnie de construction en plus. La RBQ a débarqué, puis la CCQ a débarqué sur son chantier. Fait qu'il a eu très, très chaud. Il était vraiment content là, d'avoir fait son flip avec sa compagnie de construction parce que sinon, il venait de se faire ramasser avec une amende très salée. Oui, OK. Excellent, merci. J'ai hâte que ces soirées recommencent. Oui. Je pense qu'on a tout hâte. Autant que les participants, autant que les autres, on a hâte. On se dirige vers la fin. Est-ce que JP t'a reçu les gagnants? Oui. Le gagnant?
Oui, donc je vais vous mettre comme ça. Donc, c'est Shani Gauthier qui a gagné le livre. Donc, Shani, tu as juste à appeler au bureau et on va te faire livrer le livre à la maison. Donc, Shani Gauthier, tu as gagné le livre Transformer en opportunité des multilogements trop chers. Voilà. Et Kathleen, au niveau du 300 comment on procède? Comment les gens peuvent réclamer leur Donc, billet? vous pouvez aller sur notre page Facebook qui est GSC Gestion Solutions Construction pour le 300 Donc, c'est vraiment pour les gens qui veulent détenir leur propre licence RBQ pour pouvoir flipper ou pour pouvoir s'occuper des projets immobiliers. Donc, je vais offrir 300 pour une formation en classe pour les gens qui sont intéressés là, d'aller chercher leur licence RBQ. Puis, soi-disant, on les accompagne de A à Z dans leur processus. Donc, c'est pas juste qu'on donne la formation puis on les pitch pas du tout. S'ils ont besoin, on crée la compagnie pour eux avec nos avocats qui sont directement dans nos bureaux. On va faire l'inscription pour les examens pour eux. On fait la demande de licence. On leur fournit leur cautionnement. Donc, on est tout le temps là, disponible là, pour eux. On les accompagne tout au long de leur processus. Puis, même une fois que la licence RBQ elle est émise, ils deviennent membres GSC. Donc, ils ont le soutien, ils ont les conseils téléphoniques des avocats, fiscalistes, notaires, inspecteurs en bâtiment, architectes, qui ont une question, on est là pour les épauler, on est là pour les aider. Puis en plus de ça, on a 90 partenaires, que ce soit dans la construction, Rona, BMR, Lefebvre et Benoît, qui donnent des rabais et avantages là, à nos membres, que ce soit dans les divertissements, dans la restauration, dans les assurances habitation, assurances responsabilité, etc. Donc, c'est un service clé en main qu'on offre. C'est pas juste de la formation, c'est un service clé en main. Excellent, merci. Tu parlais d'accompagnement et de ressources et de disponibilité. Je pose la question un peu pour point comme ça, mais est-ce que vous offrez ça dans le sens de répondre aux questions à ceux qui s'intéressent ou qui ont des questionnements sur la licence ou vous dites, appelle RBQ, nous on est trop occupés. Parce que moi, j'ai un paquet de questions, j'aimerais faire tout le temps à RBQ, mais si je peux référer à vous, ça me fait plaisir. Hein? Bien, ça va me faire plaisir de répondre à des questions, Yvan. Habituellement, pour le service de conseil téléphonique, avocats, fiscalistes, etc., c'est vraiment les membres GSC. Donc, quand les gens ont le cautionnement avec nous de licence, automatiquement, ils deviennent membres GSC. Donc, c'est eux qui ont avantage de ce côté-là. Par contre, sur ma page Facebook, on répond à tous ceux qui ont des questions. Puis quand ça devient trop complexe ou qu'on n'a pas la réponse, on va aller essayer de chercher la réponse chez un professionnel. Mais je te dirais, pour répondre à ta question, en gros, quand le téléphone sonne chez GSC ou sur la page Facebook, on répond aux questions. C'est juste que avis juridique et tout ça, c'est vraiment pour nos membres GSC. Excellent, excellent. Avant de conclure avec Kathleen, JP, as-tu un petit mot pour les gens? Toujours très instructif, comme tous les midis. Merci, Kathleen. D'ailleurs, les commentaires vont toujours être là, Kathleen. Donc, si jamais tu veux aller répondre aux questions dans Facebook avec les commentaires, vous pourrez le faire aussi. Là. Donc, je sais qu'il y avait quelques questions qui revenaient, là, des questions un petit peu plus spécifiques qu'on n'a pas pris. Oui. Donc, libre à vous si jamais vous voulez aller les répondre. Sinon, toujours un plaisir de démarrer la semaine en feu avec vous. Toujours content. Fait que, de retour à toi, Yvan, sur la passerelle. En fait, Kathleen, je vais essayer de dire un petit mot de la fin. C'est un message à passer aux gens. Premièrement, je veux vous remercier à vous deux pour l'invitation d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça faisait une couple de mois que je vous avais pas vu. Puis pour les autres, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas soit à venir nous écrire sur notre page Facebook ou m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis gênez-vous pas. Excellent. Hey, merci. C'est drôle, je viens de voir dans mon autre écran Jean-Philippe, oui, papa. Hey, merci à vous deux. Merci, JP, comme toujours. Merci, Kathleen, d'avoir accepté l'invitation. C'est très plaisant de t'avoir eu durant ce lunch immobilier. Merci à ceux qui étaient là. Merci à vous tous d'être fidèles au poste à tous les lundis. Et la semaine prochaine, on reçoit Antoine Cormier. On est un peu dans la même lignée, là, où on va parler d'architecture, de permis et tout ça. Donc, Antoine Cormier de Vision Immobilière, qui sont des consultants en architecture, qui sont membres corporatifs également au sein du club. Donc, on va les recevoir la semaine prochaine. Soyez au poste. Et petite annonce d'ici là, qu'est-ce qu'on a comme formation, JP? Là, on n'a pas qui s'en vient. Je pense qu'on a mis des crawlers tout au long du live. Oui, on a la numérisation des actifs immobiliers ce soir. Oui. Donc, numérisation, le 14 octobre, on a le Mastermind en direct. 17 octobre, IMO 101. 24 octobre, programme de coaching mentorat Québec.
Et 24 octobre, le Fast Track qui va commencer également. On est loin de chômer au club là, durant le COVID. Ça bouge beaucoup. Beaucoup de nouveautés qui s'en viennent aussi. On devrait lancer le Fast Track commercial dès le 7 novembre. Donc, une série de formations de 5 journées complètes sur le commercial. Donc, on a très hâte de vous donner ça. On espère pouvoir le faire en salle, sinon ça va être en ligne si on n'a pas le go du gouvernement. Donc, et voilà. Donc, merci beaucoup à tous. On se revoit lundi prochain. Non, c'est pas lundi prochain, parce que lundi prochain, c'est donc le 19 octobre prochain avec Antoine Cormier de Vision Immobilière. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Bye.